Alors, bonjour, mon nom est Pierre Godbout. J'animerai ce webinaire. Avant de laisser la parole aux présentateurs des conférenciers, voici quelques consignes d'usage. Au bas de votre écran, veuillez fermer votre caméra si ce n'est pas déjà fait. Pour activer la boîte de chat, vous pouvez cliquer sur l'icône bulle en bas à droite. La période de questions se fera à la fin de la présentation. Et je laisse maintenant la parole à Mathieu Bergeron. Ce ne sera pas long, je vais lui donner le droit de parole. Oui, est-ce que ça fonctionne, Pierre? Oui. OK, parfait, merci. Oui, bonjour, mesdames, messieurs. Je suis Mathieu Bergeron, directeur de la division planification opération au Centre de foresterie des Laurentides. Bienvenue à ce 7e webinaire de la 35e saison des colloques du Service canadien des forêts du CFL. La conférence d'aujourd'hui qui porte sur les considérations des savoirs autochtones dans l'aménagement de l'habitat du caribou forestier de la population des tours Kessagibi, une approche collaborative, est diffusée, comme c'est le cas aux intervenants du secteur forestier simultanément dans plusieurs sites à travers le Québec. J'espère que ça va bien au niveau de la bande passante puis de la qualité du son. C'est avec plaisir que je vous présente les conférenciers d'aujourd'hui, Mme Marie-Ève Sigouin et M. Benoît Croteau. Dotés d'une technique forestière, d'un baccalauréat en génie forestier, d'une maîtrise en biologie de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Marie-Ève Sigouin œuvre dans le monde de la foresterie depuis 1998. Dans le cadre de ses fonctions de directrice foresterie chez RIAM Gestion forestière Québec, elle a la responsabilité de coordonner et d'aider les divisions de gestion forestière de l'Abitibi-Ouest et du Témiscamingue dans l'établissement et le suivi des stratégies d'aménagement durable, tout en respectant les politiques et les objectifs de l'entreprise, du gouvernement et de d'autres groupes d'intérêt, y compris le maintien des certifications environnementales et forestières. Ainsi, depuis 2011, elle assure le maintien et la certification du Forest Stewardship Council, plus connu sous le nom de FSC, des territoires d'approvisionnement de la compagnie au Québec sur plus de 3 millions d'hectares. Elle joue également un rôle dans les relations avec les Premières Nations, les rencontres d'harmonisation avec les utilisateurs du territoire, les comités de travail sur des dossiers stratégiques et elle est impliquée dans les volets de recherche forestière et de communication. En 2020, elle a reçu le titre d'ingénieure forestière de l'année pour ses travaux dans le cadre du projet d'approche collaborative pour l'aménagement de l'habitat du caribou forestier, de la population transfrontalière de Québec-Ontario des tours Kessagibi, et plus spécifiquement pour l'organisation d'un forum transfrontalier Québec-Ontario à ce sujet. Pas facile, hein, ce moment-là. Hein? Benoît Croteau est membre de la Première Nation Abitibi-Winni. Il occupe le poste de directeur du département du territoire et environnement pour le Conseil de la Première Nation Abitibi-Winni depuis 2002. Dans le cadre de ses fonctions, il participe aux consultations sur les projets reliés aux ressources naturelles et à l'environnement sur le Abitibi-Winni-Acquis, ainsi qu'à certaines négociations. Titulaire d'un diplôme d'études collégiales en aménagement forestier, il s'implique dans de nombreux projets de développement économique au sein de la communauté. Benoît est administrateur de la coopérative de solidarité de Picogam, vice-président du groupe forestier CEFAR et administrateur pour Forage Picogam. Sa passion pour la descente de rivières et leur protection l'a amené à parcourir de nombreuses rivières, dont la rivière Saint-Jean sur la Côte-Nord et l'Aricana en solo à l'été 2019. Benoît est également instructeur en secourisme en région isolée. Impliqué dans de nombreux projets de recherche avec les amis, il est partenaire de la chaire en biodiversité nordique dans un contexte minier de l'UQAM. Il s'intéresse particulièrement à la biologie du caribou et souhaite en assurer l'autosuffisance sur le territoire. Depuis 2013, il fait activement partie du comité caribou de la population située au nord de la Sarre, à la frontière Ontario-Québec. Benoît est partie prenante du projet d'approche collaborative pour l'aménagement de l'habitat du caribou forestier de la population transfrontalière des tours Kessagibi, dont un volet porte sur l'intégration des connaissances traditionnelles autochtones. Je vous souhaite un bon colloque. Je laisse maintenant la parole à Mme Sigouin et M. Croteau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai l'air occupé dit de cette façon-là.
Écoutez, je travaille depuis 2002 pour le Conseil de la Première Nation Abitibi-Winnie dans les mêmes fonctions. Pour ce qui est de la communauté, elle se situe à proximité, dans les limites de la ville d'Amos. La communauté a environ 220 hectares de surface de réserve. La population de la communauté, sur la communauté, c'est d'environ 600, mais il y a environ 1000 membres de la Première Nation Abitibi-Winnie. Abitibi-Winnie acquis est délimité par le nord par la rivière Turgeon, qui est à proximité du 50e parallèle, limité à l'est avec la communauté du lac Simon, qui est grosso modo le bassin versant de la rivière Tropicana. Par le sud, c'est environ la 117 entre Val-d'Or et Rouen, et à l'ouest, la frontière Ontario-Québec. À l'intérieur de notre territoire, il y a évidemment les territoires familiaux qui sont situés à l'intérieur de la réserve à Castor, qui fait environ 12 000 km². À l'intérieur de tout ça, les réserves à Castor ont été instaurées en 1927 ou 28 en lien avec la diminution des populations de castors. Puis la partie sud, évidemment, c'est les secteurs un peu plus développés de l'Abitibi, avec les grandes villes de Rouen, Val-d'Or, La Sarre, Amos. C'est ça pour à peu près un autre 12 000 km². Fait que la superficie totale du territoire Abitibi-Winnie acquis, c'est environ 24 000 km². Donc, merci Benoît. Donc, c'est ça, on prend le temps de présenter, dans le fond, les organisations qu'on représente. Donc, pour ma part, c'est Matériaux innovants Rayonier, qui a acquis la compagnie Tembec, que d'entre vous connaissent. Donc, Rayonier Advanced Materials, dans le fond, se divise un peu en trois divisions, si on veut. Donc, la division qui s'occupe de l'aménagement forestier, c'est Rayam Gestion forestière, c'est celle pour laquelle je travaille. Celle qui s'occupe des scieries, c'est Rayam Bois d'œuvre. Et tout ce qui est le complexe de pâte et de cellulose, il est sous le chapeau Rayonier Advanced Materials. Mais ultimement, c'est la même compagnie. Donc, on a une présence un peu partout dans le monde, principalement au Québec, en Ontario et en Floride, Georgie. Avec des bureaux de vente en Asie et en Europe. Un siège social qui est à Jacksonville, en Floride, et un siège canadien à Montréal. Je me trouve présentement à La Sarre, ici, dans les bureaux régionaux en ce moment. Donc, qu'est-ce que ça fait, cette compagnie-là? Ça fait beaucoup de produits, un grand éventail de produits, principalement de la cellulose à haute pureté. Donc, la cellulose qui est utilisée dans un paquet d'applications, ne serait-ce que les enduits pour les médicaments, des filtres à air, des filtres de cigarettes, des écrans, des iPhones, des télévisions, des choses comme ça. Donc, beaucoup de pâtes de bois à dissoudre qui sont un de nos produits forts. Bien sûr, les produits forestiers, donc le bois d'œuvre. On a une usine de papier journal à Kapuskasing, donc beaucoup de produits en lien avec la pâte à haut rendement aussi, pâte de feuillu, donc qui est utilisée dans les emballages et du papier de haute qualité pour des impressions là, avec des couleurs vraiment vibrantes, comme la gamme de produits Kalima, par exemple. Les territoires qui sont aménagés par Rayam ou desquels les usines tirent leur approvisionnement, dans le fond, au Canada. Donc, ça se situe en Ontario et au Québec, donc vraiment dans l'ouest du Québec. Donc, moi, je suis ici. On voit ici l'usine de La Sarre. Donc, je suis la traque de chemin de fer, dans le fond, tout le long du nord de l'Ontario. L'usine de Béarn et le gros complexe à Témiscamingue, ici. Donc, moi, personnellement, je m'occupe de la certification de ces territoires-là du côté du Québec.
On a représenté sur la carte ici la Abitibi-Winiaki, donc avec le contour mauve ici. Et on voit cette ligne jaune pour aborder le sujet qu'on parle aujourd'hui. Dans le fond, c'est l'aire de répartition du caribou forestier avec les délimitations fédérales. Donc, ce qu'on voit ici, c'est vraiment le nord de l'UA 85-51 et l'UA 85-62. Donc, ces deux-là, c'est les territoires dont on va parler aujourd'hui, sur lesquels on va se situer principalement. Alors, on voit un chevauchement d'intérêt entre la certification forestière de Rayam, l'Abitibi-Winiaki et le caribou. L'intérêt de Rayam à s'impliquer dans le dossier caribou, c'est sûr que ça part de loin. Dans le fond, il y avait des engagements de Tembec en 2001 de certifier tous les territoires qu'elle aménage à la norme du FSC, donc qui comprend des exigences par rapport aux espèces menacées. Puis, suite à l'acquisition par Rayam, dans le fond, l'engagement envers le FSC s'est vraiment concrétisé dans la politique environnementale de l'entreprise. Ça s'inscrit vraiment dans la continuité des activités de la même façon que le faisait Tembec. Les gens sont restés en place, donc c'est le même engagement aussi de ce côté-là. Bien sûr, c'est aussi pour être en adéquation avec le cadre législatif. Puis, c'est aussi pour tenir compte d'une préoccupation des parties prenantes, incluant les Premières Nations, donc les espèces menacées, particulièrement le caribou forestier, résonne beaucoup chez nos partenaires. À toi, Benoît. Oui, la participation d'Abitibi-Wini concernant le projet Caribou, premièrement, le caribou a une haute valeur culturelle pour la communauté, tant dans sa consommation que son utilisation. Évidemment, la participation à un projet aussi amène pour nous la protection du territoire et des droits. La participation d'Abitibi-Wini est directement liée au fait que on chasse le caribou. On a chassé le caribou plus largement sur un plus large territoire. Le territoire a son aire de répartition légèrement rapetissée. Notre utilisation a également rapetissé. Pour nous, c'est super important. Puis, être partie prenante du développement territorial, c'est une valeur super importante pour la Première Nation Abitibi-Wini, mais pas à n'importe quel prix. Notre implication en lien avec le projet était d'abord liée au fait que si on fait quoi, c'est oui d'aller chercher des buts communs comme la certification FSC puis bien faire les affaires chez RIAM ou l'obligation du gouvernement de participer via les groupes organisationnels régionaux. La base même pour l'implication de l'Abitibi-Wini, c'est qu'on doit travailler pour le caribou, premièrement. Pourquoi des projets vont loin, d'autres vont moins loin? Je crois que les projets sont liés aux gens qui sont impliqués dans le projet. Mes valeurs personnelles liées au territoire proviennent souvent de l'enfance. Parfois, on peut induire que certaines personnes, comme je suis membre de la communauté, mais mes premières expériences au niveau de la forêt se sont faites à très bas âge avec la forêt qui est en arrière de la maison familiale. Ces terres-là qui ont été développées du côté paternel chez moi, que mon père est québécois, c'est là où j'ai fait mes premières expériences avec la forêt, ce qui m'a amené à aimer la forêt, à étudier dans ce domaine-là. Puis à étudier dans ce domaine-là m'a amené aussi un travail à une autre époque où j'ai fait du terrain. Puis à un moment donné, 97, 98, je faisais de l'inventaire à contrat au nord de Jutel. Puis j'en étais à mes premières expériences sur le territoire. Puis j'ai vu 5 caribous, pas loin de la mine Selby. Puis je me suis dit de même, tout bonnement, mon Dieu, je suis donc bien loin.
Parce que c'est pas le caribou forestier, c'est pas quelque chose qui était véhiculé dans les médias, c'est pas quelque chose qui était non plus enseigné à l'époque, même au niveau c'est peut-être pas le meilleur étudiant non plus, mais je me rappelle pas avoir parlé des espèces menacées pendant mon diplôme d'études collégiales en aménagement forestier. Fait que là, j'en ai fait ma première expérience. Puis un peu plus tard, je suis allé avec des gens à chasse à l'orignal en territoire CRI. Puis j'ai chassé un caribou. Puis je croyais vraiment que c'était un caribou migrateur. Finalement, c'était un caribou de la harde de Nemaska. Fait que, tu sais, puis là, j'ai comme vraiment pris conscience là, avec mes renseignements. Là, je me suis intéressé. Je dis non, ok, c'est correct. J'ai fait la chasse avec le caribou dans ce coin-là. Mais bref, c'est là où j'ai vraiment développé un lien particulier avec le caribou. Puis aussi en allant à chasse au caribou migrateurs avec des amis de la communauté chez nous. C'est vraiment une espèce que j'aime manger, mais que j'aime observer aussi. Donc, on prend la peine de se présenter parce qu'effectivement, qui on est et notre expérience influence vraiment comment on travaille, dans le fond. Puis, de mon côté, ben, mon lien avec le territoire, ben, présente un territoire qui est vraiment différent. L'histoire de ma famille, ben, nous autres, on a des familles qui ont colonisé l'Abitibi. Donc, du côté de mon père, ils sont arrivés à Tachereau, en Abitibi, en construisant le chemin de fer là, qui relie le nord de l'Ontario. Du côté de la famille à ma mère, ben, dans le fond, l'arrière-arrière-grand-père a été le premier habitant ou colon de Laverlechère au Témiscamingue. Donc les Baulés de Laverlechère, c'est dans ma famille. Les Cigouins de Tachereau. Et tout ce beau monde-là, par les emplois et les migrations, se sont retrouvés à Rouyn-Noranda et c'est là que mes parents se sont rencontrés, dans le fond. C'est une ville minière. Mon territoire d'appartenance, moi, c'est vraiment mon amour de la forêt, je l'ai développé au camping Lac-Normand, dans le fond, qui appartenait à mes grands-parents maternels. Donc, dans une forêt quand même assez jeune, il y avait eu un feu, je pense, dans les années 40. Puis, une forêt de pins gris, sur sable, avec beaucoup de bleuets, du bouleau, un peu de prendre. Donc, vraiment une forêt là, de terre, ou en tout cas du 4GS, peine de bandage. Ce genre de milieu-là est quand même assez sec. Donc ça, c'est quand je pense à une forêt, je me rapporte toujours à cette forêt-là. Puis on a passé beaucoup de temps en forêt, surtout pour les loisirs. Puis ben mon lien avec le caribou, ben j'en ai vu une fois sur la route à Matagami, septembre 2004, au nord de Matagami. Alors, si vous ne l'avez pas vu, il est là. Voilà. C'est ça. Puis moi, ben, j'ai jamais eu l'opportunité, je pense, d'en manger. Mais par contre, j'en ai toujours dans mes poches pour le parcomètre. Donc, une petite parenthèse pour vous dire que dans le fond, quand on travaille dans des comités comme ça, sur du long terme, on traîne notre bagage avec nous, puis notre rapport au territoire, ben, le territoire sur lequel on se penche, ben c'est sûr que Benoît en a une meilleure connaissance que moi, ça c'est certain. Donc, de là, l'idée d'avoir des comités un peu diversifiés. Donc, pour nous situer, on est vraiment dans la harde des tours qui est Sagami. Donc ça, c'est nous qui avons décidé de l'appeler comme ça parce que vraiment, c'est une harde qui chevauche la frontière. Dans le fond, elle s'appelle des tours du côté du Québec, puis il l'appelle le Kisagami Range du côté de l'Ontario. Donc c'est vraiment une harde qui chevauche la frontière. Donc, elle a pas été tant étudiée que ça du côté du Québec jusqu'à maintenant. Quelques études ici et là, mais c'est une harde avec des données très, très fragmentaires quand même.
juste pour vous mettre en contexte, bon, en 2003, le caribou boréal est reconnu comme espèce en péril, espèce vulnérable en 2005 au point de vue du Québec. Et suite à ça, mais en 2007, dans le fond, Ryan, Tendek, à l'époque, avec le NFFP, ont mis en place un plan d'aménagement pour l'habitat du caribou forestier au nord de la Sarre, qui essentiellement était plutôt basé sur une approche par filtre fin, donc vraiment ciblée de la protection de secteurs très, très précis sur le territoire, avec une zone tampon autour. Là. Je résume un peu au terme le document, là, mais c'est un peu l'approche. Puis, s'en est suivi un paquet d'études. Dans le fond, c'est à ces désignations-là, l'examen et l'évaluation scientifique d'Environnement Canada, suivant les plans de rétablissement fédéral, provincial. Et le changement de contexte comme ça a fait que quand les auditeurs sont venus à nous auditer en 2013, ben, ils ont dit, ben, votre plan de 2007, bon, il était peut-être novateur dans le temps, mais là, il y a eu beaucoup de choses qui s'est développé depuis, beaucoup de règles, puis notamment au niveau de perturbation du territoire. Donc, vous auriez avantage, dans le fond, à mettre à jour votre plan en fonction des nouvelles connaissances, du changement de contexte. Puis, ce qui est particulier quand on est dans un système FSC, c'est que quand on a une non-conformité, ben les délais sont assez courts, donc on avait un peu un an, si on veut, pour faire des avancées significatives là-dedans, avant que les auditeurs reviennent pour pouvoir faire état de la situation. Donc, rapidement, Tendek a mis en place un comité de révision du plan. Donc, initialement, dans le plan, et là, c'est à géométrie variable, je vous dis des gens, il y a plein d'autres gens qui ont contribué, mais mettons, si je parle du noyau dur, dans le fond, Sonia Légaré, PLNC du ministère Forêt Faune Parc, Pierre-Olivier Boudreau de la Société La Nature et des Parcs. Puis ça, juste un aparté, dans le fond, ça a vraiment été une recommandation, dans le fond, de notre vice-président Michel Lessard chez nous, qui voyait qu'il y avait le même genre de collaboration du côté de notre division de l'Ontario. Puis il a dit, ben, il y a vraiment avantage à travailler avec ces groupes-là. Donc, je vous invite à les inviter. Puis ils ont fait partie de l'équipe dès le départ. Bien sûr, pour nous, ça faisait du sens de par nos engagements avec les Premières Nations, dans le fond, d'inviter la Première Nation à Abitibi-Winnie. Vous avez vu, dans le fond, le territoire d'intérêt, c'est presque couvert là, par l'aire de distribution. Donc Benoît a fait partie là, tout du comité. Du côté de Ryan, ben là, il y avait la division plus Québec, dans le fond, qui est comme un peu une division de service, puis l'équipe de gestion forestière Abitibi-Ouest s'est impliquée aussi là, pour analyser. Puis, on veut mettre l'emphase sur le mot s'impliquer parce que les gens se sont vraiment impliqués. Il y a personne qui a juste assisté ou juste participé faiblement. Là, tout le monde a vraiment mis du sien pour réviser ce plan-là. Puis on avait vraiment un but commun, on s'est donné un but commun. Ce qui était particulier à l'époque, en 2013, c'est que le gouvernement on venait juste de prendre les rênes, dans le fond, avec le nouveau régime de planification forestière. Donc là, il n'y avait pas nécessairement le mandat à cette époque-là. On était vraiment juste dans la transition au régime, puis c'est ça qui a fait les esprits. Donc, il n'y avait pas le mandat de faire un nouveau plan caribou en dedans d'un an à ce moment-là. Par contre, nous, on en avait déjà un plan caribou. Fait qu'on on a dit, ben, on pourrait juste faire un amendement ou un addenda, dans le fond, au plan pour bonifier celui qu'on a déjà. Puis ça, ben, ça a passé. Fait que ça, on a travaillé de cette façon-là. Puis c'est ça. Puis dans le fond, l'objectif, nous, c'est vraiment le maintien de la certification forestière du FSC, de ce côté-là. La méthode de travail qu'on a pris, là, je mets des cartes, là. Dans le fond, tout le monde a joué à jeu ouvert. Fait que la méthode, c'est construite au fil du temps. Puis tout le monde a mis carte sur table. Voici mes préoccupations, voici mes enjeux, voici mon cadre. Sonia a été très transparente au niveau de c'est quoi le cadre de référence, c'est quoi les contraintes qu'elle avait au sein du gouvernement pour avancer certains aspects ou d'autres non. Donc, je pense qu'on a vraiment été bien aiguillés par tout le monde, puis on savait était où notre marge de manœuvre. On a essayé de le faire dans le cadre des rôles et responsabilités du nouveau régime forestier qu'on découvrait au fur et à mesure qu'il se mettait en place. Puis, on essaie toujours de trouver une façon d'avoir la meilleure information. Puis ça a été via des multiples collaborations partout.
il y a une photo de Joker en haut, c'est qu'on a toujours, on a mis une carte sur table, mais en sachant très bien que le Joker, le gros Joker, ben, c'est le ministère qui l'avait dans ses mains, en tout temps. Fait qu'en tout temps, il pouvait dire, bon, là, on fait ça, ou c'est assez, ou vous allez trop loin, peu importe. Donc, ça, on l'a fait en connaissance de cause. Donc, on a pris vraiment le temps de s'assurer que les pas qu'on faisait, dans le fond, le ministère était en accord avec ça. Donc, ça a vraiment été comme une approche, une prise de conscience que tout le monde l'a fait. Aussi, ben, on était en 2013, donc le plan était déjà le plan de 5 ans, le PAFIO était déjà planifié. Fait qu'on n'a pas remis ça en question, puis on a comme tout de suite dit, bon ben, on se projette en 2018, on va faire comme si notre plan arrivait en 2018 et que tout ce qui est planifié est coupé. Finalement, ben, il n'est pas tout coupé, mais on est allé avec ces suppositions-là en se disant, si on fait pas ça, puis si on essaye de combattre le plan qui est en train de se mettre en place, ben, on n'aura pas l'adhésion du gouvernement, puis ça, c'est essentiel dans notre travail. Fait qu'on a fonctionné comme ça. Puis à cette époque-là, ben, vous voyez, on a bien du soin. Ben, l'important, c'était vraiment de bien s'entourer, puis vraiment, à cette époque-là, la connaissance scientifique par rapport à prendre les bonnes décisions, tout ça, il y avait beaucoup d'apports de la part de la SNAP et de CIPAS. C'est sûr, le ministère avait ses équipes aussi, mais il était plus occupé avec le nouveau régime, on s'appelle. Fait que on avait des analyses comme ça, mais il y avait vraiment beaucoup d'apports de la SNAP. Là, fait que je les remercie pour ça, ça a vraiment été significatif. Au niveau du terrain, ben là, ça venait de nos forestiers. Fait que c'est vraiment, on voit ici, attendant l'opération à cette époque-là, ça arrache les cheveux, mais c'est une joke, là. Mais c'est ça. Fait qu'on a vraiment discuté avec, c'est eux qui connaissaient vraiment, qui ont parcouru le territoire, là. Donc c'est ça. Puis on a fait attention aussi tout le long du processus de valider nos décisions par nos partenaires d'acheteurs en aménagement forestier durable, à l'UQAT, à l'UQAM, on a des discussions, mais aussi avec le Grand Conseil des CRI qu'on gardait informés de façon informelle comme ça, mais aussi via la table GIR de Waskaganish. On présentait, dans le fond, les avancées de nos travaux là, dans ce cadre-là. Pour finir sur le plan, dans le fond, on avait vraiment une approche analytique. Vraiment, on a analysé notre territoire, on a décortiqué chacun des aspects. Donc, vraiment, avec l'information qu'on avait, les secteurs qui étaient fréquentés par le caribou, les secteurs qui pourraient être fréquentés par le caribou, qui nous ont permis d'identifier les secteurs de bon habitat ou vraiment des secteurs d'intérêt. On essaie de voir les synergies possibles avec les secteurs qui sont à forte contrainte pour l'industrie. Donc ça, c'est l'approche qu'on a prise pour dénouer un peu la discussion. Puis après, ben, une fois qu'on avait, OK, ça c'est win-win, je fais pas trop mal à l'industrie, mais j'ai mes secteurs prioritaires pour mon caribou. Bon, une fois qu'on a ça, ben après ça, on a travaillé sur la connectivité entre ces secteurs-là. Donc c'est vraiment, on a approché morceau par morceau dans le fond, donc on a construit notre plan. Puis ça l'a fini en un document, donc qui est l'ADANDA, qui a été entériné par le ministère en mars 2015, qui était intégré au PAFITA officiellement en 2018-2023, mais il était déjà en place là, en force en 2015. Donc là, on a un peu les cartes, là, puis je ne veux pas trop me perdre dans les détails de ces cartes-là, mais on voit vraiment le premier plan caribou qui était vraiment des sites d'intérêt vraiment localisés, qui sont des aires d'hivernage ou des aires de mise bas avec la fidélité au site. Puis, ben, dans le fond, ils ont été transférés dans une approche plus par paysage. Donc, on voit en rose et vert, dans le fond, des rapports de récolte, si on veut. En orange, il y a des aires protégées. Ce que vous voyez en hachuré, ici, donc, ça, c'est nos grands aspects essentiels là, qui sont prescrits par le FSC. Donc, où la récolte est ralentie, dans le fond, on peut seulement faire 5% de perturbation au cours d'une période de 20 ans. Donc, c'est ce qui se passe à ce niveau-là. Fait que tous ces travaux-là, dans le fond, ils ont vraiment été mis en place, puis ils ont vraiment servi ils ont vraiment été repris dans les mesures intérimaires qui ont été annoncées par le ministère en 2019, dans le fond. Fait qu'on voit un peu des similitudes entre les deux plans suite à plus d'analyses. Entre les deux, on a reçu des localisations de caribou de l'Ontario. Le ministère a pu faire plus d'analyses, fait que ça a permis de peaufiner, mais on voit que
vraiment une belle évolution de ce côté-là. Puis là, vous allez vous dire, ben là, c'est quand que les savoirs traditionnels sont rentrés en compte? On y arrive. Dans le fond, l'étincelle, ça a vraiment été quand on est allé, moi et Geneviève Labrec, au North American Caribou Workshop en 2018 à Ottawa. Vraiment, on a participé à 4 jours de conférences et ateliers. On a vraiment tout de suite remarqué la très grande présence des Premières Nations, puis de nombreuses présentations sur le tech, dans le fond, Traditional Ecological Knowledge. Puis vraiment, on a vraiment fait comme, hey, on a passé à côté de ça. Nous autres, on n'a pas, tu sais, je veux dire, Benoît participait, mais plus dans un contexte, mettons, d'intendance du territoire et non dire, bon, ben, parle-moi de ton enfance et de ce qui s'est passé sur le territoire. On l'avait pas abordé de cette façon-là. Fait que là, ben, je saute des étapes dans la chronologie des choses, mais après la signature de l'addenda, dans le fond, on travaillait sur d'autres demandes, dans le fond, puis d'autres projets pour continuer les travaux. Donc, on était en train de peaufiner une demande dans le cadre le programme est là, le programme de protection et de conservation du caribou boréal. Donc, voilà. Donc, on allait déposer une demande, fait que ça nous a permis d'intégrer rapidement cet item-là sans trop savoir encore comment on allait faire ça, mais vraiment dire, bon, on veut intégrer les connaissances autochtones dans notre approche puis dans le développement pour vraiment voir comment on fait aboutir notre plan. Parce que là, jusqu'à maintenant, on avait travaillé uniquement du côté du Québec, mais là, on se disait, ben là, il faut faire deux choses. Il faut connecter avec l'Ontario puis voir comment ça se conclut du côté de l'Ontario. Puis, il faut impliquer plus de Premières Nations. Là, Picogan est impliqué, mais il y a Waskaganish aussi, il y a Moose Cree, il y a Wachasili, Kwatagamou, puis Wagashig. Donc, il faut entrer en communication avec ces communautés-là aussi. Fait que, puis aussi, on avait l'ambition d'étendre à d'autres secteurs, dans le fond, donc d'impliquer les compagnies minières, parce qu'il y a beaucoup de claims miniers sur le territoire, fait qu'on voulait voir comment on pouvait influencer leurs pratiques aussi. Ça, c'était le projet. Fait qu'on nous a permis d'intégrer les connaissances autochtones. Ça, c'est la partie de l'intégration, mais l'acquisition des connaissances, ça, c'est vraiment les projets, et je repasse la parole à Benoît, dans le fond, les projets qui ont été développés du côté de Picogan qui visaient à faire cette chose. Je te laisse la parole à Benoît. Ouais. Dans le fond, au niveau de l'évolution de l'approche de Picogan par rapport au projet de recherche et autres, c'est qu'à une certaine époque, dans diverses communautés, ça a été la même chose, dont Picogan. Les chercheurs arrivaient, puis sans trop demander la permission, s'installaient dans la communauté, faisaient leurs recherches, partaient avec leurs recherches, on n'avait pas de suite des résultats. Ça, c'était la première façon. Après ça, les gens avaient au moins la décence de nous présenter les projets, puis une fois de temps en temps, on avait le droit aux résultats. Dans la chronologie, après ça, puis je te dirais que l'UQAT a beaucoup influencé en lien avec ça, en mettant en place une éthique de recherche, puis un accord avec les Premières Nations. Mais tu sais, ce qu'on accepte à ce temps maintenant dans la communauté, c'est toutes les recherches qui ont des retombées positives. Ça nous a permis de faire un tri dans ce qu'on accepte ou ce qu'on n'accepte pas comme recherche. Et ultimement, dans le projet qui nous concerne aujourd'hui, c'est de développer un projet de recherche selon les besoins de la communauté et d'en être entre guillemets le maître d'œuvre. Avec Riam, on a puis Annie-Claude, notre collaboratrice à ce dossier-là, on a développé un projet de maîtrise qu'on a financé via les fonds de Ressources naturelles Canada de notre côté, puis Riam de leur côté, ce qui a permis d'aller chercher d'autres financements là, pour l'étudiant. Fait que ce qu'on a réussi à faire dans ce cas-là, c'est je vais le dire de même, une maîtrise clé en main de base. Tu sais. En 2018, on a eu accès à du financement pour la cartographie et l'utilisation du
territoire pour caribou avec un Arcan. Dans l'axe 2, la place du caribou chez les Anishinaabe. On a eu également des fonds sur les des fonds de l'environnement et changement climatique Canada en lien avec le Fonds autochtone sur les espèces en péril pour l'acquisition de connaissances pour la population de caribou. Puis de financer nos démarches dans la mise à jour du plan. Puis ben, comme le montant que je parlais, là, c'était on a choisi un étudiant. On a eu une entrevue avec. Puis le rôle, c'est Jérémy Maillé-Bizier, qu'on voit à l'écran. Jérémy doit documenter le savoir des aînés, des experts, des utilisateurs du territoire en lien avec le caribou. Qualifier le lien entre la santé culturelle du caribou et ça de la communauté. Puis là, excusez-moi, j'en fais la lecture, mais aussi de comment l'espèce fait partie ou a fait partie de la culture de la communauté aujourd'hui et dans le passé, puis d'évaluer les impacts de la perte éventuelle de l'espèce sur la culture et la mode de vie, les contes, légendes, histoires, nourriture, etc. C'est en gros très vulgarisé, on va dire, là, le projet de maîtrise de Jérémy. Maintenant, les avantages et les inconvénients de procéder par des projets de recherche. L'avantage, on parle de rigueur scientifique, l'éthique de recherche, comme je mentionnais tantôt, qui je vais le dire comme ça, vraiment sur la coche avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. La reconnaissance des résultats, puis la formation d'une main-d'œuvre compétente. Le désavantage, il peut y avoir de la méfiance, justement en lien à ce que j'ai mentionné tantôt par rapport aux chercheurs qui arrivaient dans la communauté, qui repartaient avec les données. Ça peut être une méthode rigide qui peut ne pas être adaptée aux besoins. Puis finalement, ben, tu sais, c'est le manque de reconnaissance de l'individu dans leur contribution, des délais d'intégration de résultats. Il y a un autre aspect aussi qui ne sera pas le cas avec notre étudiant. Mais tu sais, notre étudiant il a quand même une grande responsabilité. Il n'y a pas juste la pression qui vient des pairs ou de son système d'encadrement à l'université, mais il y a une pression, je ne sais pas s'il le sent, mais maintenant je lui dis, il y a quand même une pression qui vient de la Première Nation Abitibi-Winnie et de RIAM dans ses résultats. On est lié aussi à l'étudiant quant au délai, décalage des livrables, son cursus scolaire aussi. Puis, on n'est pas à l'abri non plus, après les investissements, d'un abandon d'étudiants. Fait que ça, je te dirais, c'est un peu les désavantages liés à un projet de recherche. Mais pour les avantages qui sont mentionnés en haut, on jugeait quand même que c'était une approche louable pour mettons, pour un premier pas dans ce sens-là. Clairement. Puis, ce qui a un des gros avantages aussi en passant par une maîtrise, c'est de pouvoir relier le savoir traditionnel au savoir scientifique. Maintenant, les programmes de financement, on est tous contents d'en avoir. On travaille fort pour les avoir, on travaille fort pour faire la mise en œuvre. On a eu les programmes pour l'habitat du caribou avec Ressources naturelles Canada. On a eu des programmes via le Fonds autochtone sur les espèces en péril d'environnement et changement climatique Canada, qui lui est lié sur l'espèce même. Mais la connaissance traditionnelle, quand on la demande, on ne peut pas
séparer l'habitat du caribou parce que c'est un tout. Ça peut être complexe au niveau de la reddition de compte, à savoir le temps et les montants dépensés exactement en lien, soit avec l'habitat, soit avec l'espèce. C'est quand même une bonne administration aussi. Il y a même eu un ami qui a fait sa maîtrise en anthropologie en lien avec l'administration autochtone. Et dernier détail, et non le moindre, depuis le 13 mars dernier, le 13 mars 2020, puis on en est tous conscients, le COVID-19 vient causer des délais dans la réalisation, surtout quand on parle d'entrevues avec des aînés. Ça amène aussi les fins des financements. Est-ce qu'on va avoir des prolongations? Je ne sais pas. Puis il y a une affaire aussi, on ne l'a pas mentionné avec la recherche. Nos projets n'ont pas démarré aussi vite qu'on le pensait puis qu'on a déposé nos projets. Jérémy a eu une formation académique avant de se lancer dans le projet, ce qui nous a comme décalé d'1 an la mise en place des projets de recherche même. Là. Fait qu'on on travaille là présentement sur les entrevues. C'est ça. Puis l'idée, c'est de développer des alternatives en mode COVID. Comment rentrer en contact, sachant qu'il y a déjà de la méfiance, il y a déjà une barrière, il y a souvent une barrière de langue. Puis là, mais tu mets un écran entre les deux, ben souvent, ça rend pas les choses nécessairement faciles là, pour accomplir ces choses-là. Mais, Puis, il y a un autre détail, oui, c'est ça, là, je parlais des aînés, mais tu sais, il y a une barrière technologique occasionnelle. C'est pour ça qu'on a regardé d'autres moyens, dans le fond, aussi. Il n'y avait pas juste les projets de recherche pour considérer les savoirs traditionnels autochtones. Puis, aussi, dans un cadre de collaboration, mais de des liens. C'est dans ce cadre-là, dans le fond, qu'on a organisé le forum sur le caribou transfrontalier des Tours-Kessagami. Là, l'appellation des Tours-Kessagami, c'est vraiment un néologisme. Nous autres qui l'a forcé un peu en disant, ben on veut que ça fasse une population de caribou. Là. C'est assez la limite entre les deux. Le caribou, lui, il ne sait pas là, quand il se promène comme ça là, sur le terrain là, qui vient de passer en Ontario ou au Québec. Là. Donc voilà. Fait que si vous avez manqué cet événement, c'est normal parce que c'était sur invitation, dans le fond. Au début, on a dit, là, il faut se faire une réunion là, avec tout le monde. Là, quand on s'est mis à compter tout le monde, ben, on avait plus que 70 invités. Fait que là, on a dit, ouais, là, on peut plus appeler ça une réunion, appelons ça un forum. Fait que là, on était plus à l'aise avec le concept et le format, dans le fond. C'était vraiment de faire un premier contact entre tout le monde, puis de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Dans le fond, on reconnaissait que tout le monde avait une partie de l'histoire, puis que ça n'avait jamais été vraiment mis ensemble de façon fonctionnelle, dans le fond. Là. Je peux lire un rapport, je peux lire l'autre, mais former un tout, ça, c'était un peu nouveau. Puis ce qui était fantastique, dans le fond, c'est que les gens ont vraiment répondu présent, là, vraiment, vraiment. Puis il y avait des représentants de 8 communautés autochtones. Donc, puis pour travailler sur un territoire précis, sur un sujet précis, dans un mode vraiment ouvert. Là, moi, c'est ma première expérience là, de façon aussi ouverte que ça, là, je dirais. Donc, Moose Creek et Wagoshé, c'est deux communautés de l'Ontario. Après ça, il y a toutes les autres, dans le fond, qui suivent Picogano-Escaganish, Wachassi, Masco, Jiguzumi, qui sont au Québec. Ça se donne un peu l'idée de l'atmosphère qui régnait. Là, on était juste avant les fêtes, là, le 3 décembre 2019. Là. Donc, les gens là, discutaient abondamment. Puis, le fait que ça ait lieu directement dans la communauté de Picogan, dans le fond, là, peut-être que je pourrais te laisser là-dessus, Benoît. Je vais te développer sur ça. Ouais. Ben, écoute, ouais. Ben, tu sais, tout ça, tu sais,
le forum a été un succès, beaucoup plus que je l'avais espéré. Dans les facteurs de succès, on pense que le fait que ce soit tenu dans la communauté, ça a donné confiance justement aux autres communautés. Il y avait une atmosphère décontractée, les gens, il y avait personne sur la défensive, il y avait personne qui était là pour voir ou penser qu'ils allaient perdre quelque chose. Le monde était venu pour partager leur expérience, pour écouter. J'ai appris des affaires. Tout le monde a appris quelque chose. Puis je pense tout le monde a été sur le même pied d'égalité. Puis ça, c'était vraiment intéressant parce que tout le monde a eu la chance de parler, tout le monde a eu la chance de participer. On a fait des ateliers, tout le monde a eu la chance de participer, puis on avait aussi la traduction simultanée. Pour les gens du fédéral, c'est quelque chose de simple, parce que c'est quelque chose qui est un peu essentiel. Pour ce qui est tout ce qui se passe avec le gouvernement du Québec, la traduction simultanée, ça fait même pas partie du budget. Mais c'est ça. Nous, on a profité du colloque pour renouveler nos équipements de traduction simultanée. Puis honnêtement, je pense qu'on était pas mal en lien avec ça. Un des aspects importants qui a fait en sorte que justement tout le monde s'est senti au pied d'égalité, c'est qu'on a laissé place à l'industrie minière, à l'industrie forestière, aux chercheurs de l'Ontario, du Québec. Bref, on a fait une table ronde autochtone, un talking circle, que j'ai eu la chance d'animer. Puis ce qui en est en gros ressorti, c'est l'importance du caribou dans la culture, l'importance d'impliquer les communautés dans tout ce qui concerne les décisions liées à l'aménagement du caribou, mais l'aménagement du territoire. Les intervenants ils ont mentionné, tout ont mentionné quelqu'un qui connaissait, qui avait des connaissances spécifiques sur les caribous, justement, des tours Kesagami. Aussi le fait que le dérangement sur le territoire est anthropique, que ce soit au niveau de l'activité minière, forestière, qui est souvent incompatible aussi avec le caribou, mais tu sais, l'aménagement territorial amène des accès, ces accès-là amènent des nouveaux utilisateurs, que ce soit des motoneiges, que ce soit des chasseurs, des pêcheurs, des villégiateurs. Tout ça forcément dérange le caribou à moyen et long terme. Et comme Benoît l'a mentionné, dans le fond, on avait une journée, dans le fond, de présentation où chacun présentait son morceau de casse-tête, si on veut. Puis après ça, la deuxième journée, parce que c'est passé sur 2 jours, dans le fond, on a fait des ateliers pour, sachant ça, sachant que tout le monde a un morceau de casse-tête, comment qu'on peut établir des collaborations? Fait qu'on avait identifié certains sujets sur lesquels on espérait que les différentes parties qui étaient présentes trouvent des raisons, dans le fond, de collaborer puis de travailler ensemble pour la suite. Donc, on avait des ateliers. Chaque participant devait, par préférence, s'inscrire à 2 ateliers. Puis ça a été très intéressant parce que nos représentants autochtones, dans le fond, se sont, sans surprise, inscrits à l'atelier de connaissances traditionnelles autochtones, mais aussi en grande partie à l'atelier sur la fermeture de chemin et de restauration de l'habitat. Donc ça a vraiment été très, 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 très marqué. Sinon, les gens se sont répartis allègrement dans tous les ateliers. Donc, on voulait voir comment intégrer les connaissances traditionnelles autochtones. Donc, ça, c'est une première démarche, première question.
Là, tout le monde a des données. Là. Comment qu'on fait pour partager les données? Qu'est-ce qui se partage? Le gouvernement de l'Ontario, le gouvernement du Québec, ben là, c'est facile. Il faut des ententes, il faut des choses. Les Autochtones en ont, les chercheurs en ont. Comment qu'on se démêle dans ça? Ça a été un des aspects discutés. Un autre point qui est primordial dans notre cas, si on veut penser globalement à la population de Toquetogami comme un tout, ben c'est l'arrimage des inventaires de la population. Parce que si on veut savoir si notre plan qu'on met en place fonctionne, il faut savoir il y en a combien de caribous. Puis ça, ben, on a des données tout à fait fragmentaires parce que le gouvernement du Québec fait son inventaire une année, puis le gouvernement de l'Ontario fait son inventaire 2 ans, 3 ans, 5 ans plus tard, peu importe, à une autre année, à une autre période. Donc là, on ne sait jamais, le troupeau, là, il est mobile, là, il se promène dans l'espace, donc on ne sait jamais à peu près combien. C'est sûr qu'il y a d'autres indicateurs de santé de population qui peuvent être pris, mais quand même, c'est quand même une donnée qu'on considère importante, puis ça, il va falloir envisager de la collaboration pour ça. Il y avait aussi, ben, on voulait justement, on a chacun nos shapefiles, chacun de notre côté de la frontière, dans le fond, puis on voudrait faire des analyses de perturbation au niveau de l'aire de distribution, qui n'est pas encore tout à fait définie. Donc ça c'est des choses qu'on voulait faire. Bon, on a parlé de fermeture de chemin. Il y avait des nouvelles méthodes opérationnelles là, qui étaient en discussion du côté du ministère, qui voulait discuter de ça, dans le fond, avec les aménagistes. Ça, c'est clair que c'est des aménagistes qui se sont inscrits à cet atelier-là. Puis également à celui qu'on voulait dire, bon ben là, c'est quoi les échéanciers? On veut partager l'information sur c'est quoi les échéanciers des plans d'aménagement. Là, ça donne qu'on est présentement dans la consultation qui vient juste de se finir du côté de l'Ontario de Stage 2, là, dans le fond, pour l'Abitibi River Forest. Donc, on est là-dedans. Là. Puis, même chose pour 2023 pour le Bachité qui s'en vient. Donc, il y a vraiment une synergie à avoir, mais c'est maintenant le moment là, qu'on peut faire ça. Alors, je ne sais pas si Benoît, tu veux préciser ce qu'on a appris dans l'atelier sur les connaissances traditionnelles autochtones. Ben oui, c'est clair. Bon, ben, premièrement, j'ai des courriels qui rentrent en même. Bon, il était reconnu que les données traditionnelles autochtones ont une grande valeur et peuvent être rémunérées ou échangées. Que les initiatives de partage des connaissances traditionnelles soient claires sur l'usage qui sera fait des données, que cet usage soit encadré et lorsque souhaité par les Autochtones, par des ententes claires. Excusez-moi. L'approche culturelle appropriée pour obtenir des données a été discutée. Voyons. Je vais continuer. Là, Ben oui. Tu y vas? Oui, je vais y aller. Que les rencontres sur les terrains se fassent plutôt que dans les bureaux, que le dialogue dialoguer plutôt que des sondages écrits, d'avoir des données quantitatives de l'histoire, recueillir des données l'hiver plutôt que l'été pour le caribou. Pourquoi? Ben, parce qu'on est capable de suivre les traces l'hiver. C'est simple de même. L'importance des connaissances des aînés a été soulignée à plusieurs égards par plusieurs des participants. De réduire l'empreinte anthropique, puis la possibilité forestière a été répétée à plusieurs ateliers comme un des impacts les plus importants sur les caribous, d'avoir une vision un peu plus holistique. Il n'y a pas que la perturbation de l'habitat à considérer, mais aussi le dérangement en général sur le territoire. Dans ce cas-ci, on peut faire référence, entre autres, aux vols d'hélicoptères qui sont fréquents au niveau de l'exploration minière, qui sont faits à basse altitude, entre autres. C'est pas nécessairement, ça dérange pas tant l'habitat, mais là, on parle de dérangement de l'espèce même. Les enjeux identifiés, vraiment, là, ça prend de la proximité
pour faciliter le dialogue, être ouvert au partage, puis surtout obtenir des accords d'utilisation et de respecter la confidentialité. Il est important quand on fait une approche pour avoir des connaissances traditionnelles d'obtenir, de savoir le but des informations, puis d'améliorer les pratiques industrielles, puis tenir en compte aussi la capacité des communautés. J'ai été dérangé, on a eu des problèmes de serveur ce matin, puis pendant que je parle là, tous les courriels de mon avant-midi rentrent. Parfait, puis ben voilà, je te laisserai là-dessus. Oui, c'est bon. Fait que dans le fond, c'est ça, on a eu la chance d'avoir des nombreux conférenciers, là, puis je veux les remercier là, pour leur générosité. Là, ils ont été très disponibles lors de cette rencontre-là, dans le fond. Puis merci surtout à tous les participants qui ont vraiment participé, comme des participants qui participent, qui s'impliquent, qui donnent leur avis, puis c'était tellement bienvenu, puis c'était tellement serein que en tout cas, on a compilé toutes les discussions puis les résultats des ateliers dans un document là, des actes du forum que je consulte régulièrement dans le fond pour revenir dans le fond. Il y a bien des choses, tu sais, que des fois ça donne pas un résultat direct sur un secteur à protéger ou à utiliser, peu importe, mais des fois c'est juste dans l'ouverture puis le sentiment que tu as par rapport à ça. On se sent mieux outillé puis on se sent plus connaissant dans le fond. Puis ça fait bien du sens de documenter nos actions auprès des gens qui utilisent le territoire aussi. Ça, je pense que en foresterie, de façon générale, on le fait pas assez ici. Là, c'est sûr, on était, suite au forum, là, on avait plein d'aspirations, on était tellement motivés, là, on a dit, OK, là, il va y avoir le North American Caribou Workshop à Québec, fait que là, on va faire un side event, on va réunir le monde, on va revenir tout ça, on va revenir là-dessus, on va aller plus loin dans nos collaborations, on avait vraiment beaucoup d'ambition et d'espoir. Bang, COVID. Fait que, bon, on se réenligne nos flûtes, puis on met un peu pause sur les collaborations externes parce que bon, c'est dur, c'est quand même dur de développer des relations par écran là, quand même. Là, une fois qu'elle est établie, on peut la maintenir, mais la développer, c'est nos paires de manches. Fait que ça, c'est quand même un bon frein, mais les travaux se sont quand même poursuivis dans le cadre du comité Caribou, parce qu'on avait quand même toujours le projet Environnement et Changement climatique Canada sur notre approche collaborative. Puis, en même temps, on pouvait bénéficier du groupe opérationnel régional qui, essentiellement, c'est les mêmes personnes que notre comité Caribou qui a révisé le plan en 2015, avec du support additionnel du ministère, l'ajout d'une compagnie d'exploration minière qui nous apprend tout un monde, dans le fond, qu'on connaît pas bien, une implication directe, écrit maintenant, avec une représentante du gouvernement de la Nation CRI, puis des implications des chercheurs via les projets de recherche, dans le fond, menés avec Picogan. Fait que là, ça fait que la famille s'agrandit, dans le fond. Fait que des gens qui étaient nommés au début, ben là, on en ajoute d'autres. Puis ça a vraiment enrichi et maintenu la discussion, dans le fond, entre-temps. C'est ça. Puis j'ai une belle photo ici de Pascal, qui est la gardienne du territoire, la nouvelle gardienne du territoire, puis qui m'a grandement aidé à organiser le forum, et tout ça par Messenger, hein. C'est juste pas de bon sens. Fait que, on a besoin de nourriture. Un instant, je demande à ma tante. OK, c'est correct, on va faire des muffins. OK! C'était parfait. Fait que j'ai vraiment adoré mon expérience. Je voulais la remercier sincèrement pour son aide. Fait on a travaillé toute l'année dans le cadre du groupe opérationnel régional Détour, puis on est venu par consensus à faire 6 recommandations, dans le fond, au gouvernement du Québec. Dans le fond, la première étant de maintenir le comité, ne serait-ce que pour s'assurer du suivi des choses qu'on met en place, poursuivre le projet avec Environnement Changement Climatique Canada et bien sûr maintenir la certification FSC. Donc, le comité va demeurer actif.
là, c'est sûr que tout le domaine minier, dans le fond, une fois qu'on se dit, OK, bon, ben là, on a notre plan, ben là, justement, quand on pense au dérangement, comment on peut incorporer des mesures d'atténuation venant du domaine minier. Fait que ça, c'est tout un nouveau pan. Fait que dans le fond, c'est sûr que ça va se faire en collaboration avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et les compagnies d'exploration minière. Puis tout ça dans le but de développer des mesures de mitigation. Bon, on veut renforcer la collaboration avec l'Ontario. Le forum, c'est une première approche. Là, présentement, ben, dans le fond, on participe aux consultations des plans. Fait en passant par les mécanismes officiels, là c'est plus facile d'établir le dialogue de cette façon-là. Là, moment fort du forum Premières Nations et fermeture de chemin, un va pas sans l'autre. On peut pas décider de la gestion des voies d'accès sans impliquer, dans le fond, les utilisateurs du territoire. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti fort puis qu'on veut amener de l'avant dans le cadre de nos travaux pour la gestion des voies d'accès. Puis ça, c'est tout dans un contexte de restauration de l'habitat par la fermeture de chemin. Donc, ça, c'est sûr qu'il y a un dialogue à établir de ce côté-là. Puis nous, on a une dynamique particulière parce que le nord de l'UA est vraiment... le nord du territoire est vraiment beaucoup sur chemin d'hiver. Donc, on aimerait ça comprendre la dynamique. Il y a de la recherche le plus théorique à faire sur la dynamique de la régénération en sol organique, puis adapter notre stratégie de fermeture de chemin en conséquence. C'est quand même un cas à part. Puis, ben, on a aussi bonifié le plan. Vous avez vu l'évolution des plans. Donc, il y a une 4e carte que je vous montrerai pas parce qu'elle est encore en évaluation par le gouvernement. Mais par consensus, avec la SNAP, avec la communauté de Picogan et Ryan, dans le fond, on a fait une proposition d'ajout de protection en plus des mesures intérimaires pour compléter un peu la connectivité, puis s'ajuster aux nouvelles données qu'on avait par rapport aux localisations de caribou. Fait que des secteurs qu'on avait sous-estimés d'utilisation. Fait que c'est dans ce cadre-là qu'on a ajouté des protections. Puis comme je mentionnais, parallèlement, on développe aussi la collaboration avec l'Ontario, donc avec les gens de Forest Resource Management Group, je crois, FRMG, qui s'occupe de l'Abitibi River Forest avec nos collègues en Ontario, puis les gens du MRNF Ontario. Et on va finir avec des promesses, tiens, un beau projet à venir avec les communautés autochtones. Là, je te repasse la plaque, Benoît. Ben oui. Justement, en lien avec le programme avec Environnement et Changement climatique Canada, via le Fonds autochtone des espèces en péril, adaptation oblige, COVID oblige. On a transformé notre projet justement pour l'acquisition des connaissances traditionnelles pour créer des podcasts. Il y a des intervenants qui vont venir de 4 intervenants autochtones au niveau d'Abitibi-Winnie, Washasebi, Wagoshik First Nation, Moose Cree et Waskaganish. On va avoir 5 épisodes thématiques narrés par les personnes des Premières Nations. Le sujet, les relations avec le caribou dans la culture, l'utilisation du caribou, santé des populations et l'avenir du caribou. Et tout ça est géré, encadré par notre collaboratrice Annie-Claude Delisle. Voilà, c'est pas mal ça. Puis, OK, ben, je te laisse Marie, la conclusion. On peut conclure ensemble, mais dans le fond, oui. Je pense que c'est toutes des idées. On a vraiment évolué au cours de notre aventure, dans le fond, dans le développement d'un plan pour l'aménagement de l'habitat du caribou. Puis je pense que avec le fait qu'on ait vraiment un groupe fonctionnel diversifié puis vraiment stable, ben on a réussi à développer de la confiance au cours des années. Là. On n'était vraiment pas à la même place là, il y a 7 ans, là, ça c'est sûr, 8 ans même. Puis à toutes les fois, on a travaillé avec un objectif commun. Puis c'était bien important de définir notre objectif à toutes les fois qu'on faisait un pas, puis de dire, OK, là, c'est ça qu'on fait. Là. OK, bon, mais là, on le fait. Là, on travaille là-dessus. OK, ça, c'est le sujet. Puis même si les sujets étaient complexes, ben
je pense qu'on n'a pas eu peur de pas savoir ou de pas faire la bonne chose. On a juste toujours été au meilleur, dans le fond, des connaissances qu'on était capable de ramasser. Puis c'est ça. Puis je pense que ce groupe-là, dans le fond, a vraiment réuni les conditions favorables pour l'accueil des savoirs traditionnels. Parce qu'une fois que tu les as, une fois que tu fais toutes tes entrevues, là, tout scientifique, tout proof, machin, éthique, une fois que tu as ça, qu'est-ce que tu fais avec? Il pourrait être tabletté, là, mais dans le cadre de notre groupe, c'est pas l'avenir que je vois. Je pense que même juste les podcasts, ça fait juste faire en sorte que les gens vont venir nous parler, de faire de l'adhésion, de créer des liens. Puis ça, ben, ça peut vraiment inciter les gens à s'impliquer et à nous amener d'autres informations ou d'autres façons de penser. Puis j'ai pas besoin qu'il y ait eu 8 générations de gens qui font la même chose pour dire OK, là, ça a une valeur. Là. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui connaît le territoire puis qui peut m'en parler. Le début au début, tu sais, mon territoire d'origine, moi, c'est pas le nord de la Sarre. Je le vois sur les cartes, je le vois à distance, je comprends les concepts, on prend la science, mais la connaissance du territoire, c'est vraiment important. Fait que, qu'est-ce qui est exportable puis à retenir, dans le fond, ben, c'est vraiment la collaboration a priori au jour 1 avec les Premières Nations, le gouvernement, puis les groupes environnementaux. Ça, c'est vraiment comme ça qu'on a fonctionné, puis ça a vraiment porté fruit. C'est sûr que ça demande beaucoup de travail là, de réunir autant de monde, puis il faut toujours être ouvert, puis il faut que les gens aient vraiment un engagement, dans le fond, à adapter leur planification puis les opérations. Là. Il faut que, du côté de Ryan, il fallait quand même s'assurer que, OK, ben là, on va avoir des découvertes, il va y avoir des protections, est-ce qu'on est prêt à vivre avec ça? Puis, effectivement, tu sais, ça a été le cas, donc c'est ça. Mais tout ça prend des ressources, puis c'est sûr qu'on a passé quelques messages au niveau des programmes, mais ils sont essentiels, dans le fond. Puis il y a encore une démarche, puis il colle, dans le fond, il réunit les partenaires dans un objectif commun, puis une réduction de compte, puis ça les oblige à avancer ensemble dans un délai là, qui est déjà défini. C'est ça. Puis, dans le fond, on a toujours travaillé dans un équilibre, dans la recherche d'un équilibre entre la conservation puis quand même le maintien des activités socio-économiques. Puis, je pense que jusqu'à maintenant, on a démontré qu'on était capable d'avancer tout le monde ensemble là-dessus. Donc, je vous remercie là-dessus. À moins que tu avais quelque chose à rajouter, Benoît. Non, ça va. Ça va. Voilà. Donc, à toi, Pierre. Oui. Donc, merci Marie-Ève et Benoît. Bonjour à tous. Je suis Pierre Godbout et j'animerai la période de questions. Vous pouvez maintenant activer votre vidéo si vous le désirez. Alors, comment procéder pour poser une question? Vous pouvez poser votre question avec le micro de l'ordinateur en cliquant à droite de votre nom dans la liste des participants et sélectionnez l'icône main levée. Lorsque je vais vous nommer, vous n'aurez qu'à enlever le mode de sourdine en cliquant sur l'icône micro. Après avoir posé votre question, s'il vous plaît, vous remettre en mode sourdine. Vous pouvez également utiliser la boîte du chat si vous préférez poser votre question par écrit. Sélectionnez l'icône en forme de bulle en bas à droite pour l'activer si ce n'est pas déjà fait. En passant, j'ai mis l'adresse d'une liste de lecture des différents colloques du CFL qui sont enregistrés. Prévoyez quelques jours avant la mise en ligne des enregistrements, du webinaire du jour. Alors, dans les deux cas, que ce soit par écrit ou verbalement, on vous demande de vous identifier clairement en donnant votre nom et le nom de l'organisation pour qui vous travaillez. Alors, je vais commencer à l'instant avec une question qu'on a eue sur le chat de Claire Firla. Le plan qui résulte de tout ce processus est introuvable sur le web. D'où il semble avoir été retiré. Pourquoi? Le seul document disponible est une carte publiée dans le PAFIO. Oui, effectivement, je vous ai montré la copie, dans le fond, de l'addenda qui a été travaillé initialement. Puis ça,
Dans le fond, comment que ça a été rédigé, parce qu'on a fonctionné par un addenda, c'est vraiment écrit page 22, remplacer telle affaire par telle affaire, qui est pas vraiment un document destiné à la diffusion, puis qui est pas qui est pas un document qui explique vraiment la démarche, dans le fond. C'est comme c'est vraiment un addenda, là. C'est comme un test juridique. Par contre, les modalités que vous voyez dans la carte du PAFIT, et le VOIC, il faut se référer aussi au VOIC associé. Donc, ça fait force de loi. Mais effectivement, suite, dans le fond, là, aux vidéos que FSP Canada a faites sur notre démarche, on s'est rendu compte qu'on n'a jamais pris le temps de préparer un document destiné à expliquer c'était quoi le plan. Donc, on l'a mis à notre agenda pour la suite des choses, mais toutes les modalités sont quand même entachées dans les affectations du ministère, dans les plans. Donc, ils sont reconnus et ils ont force de loi. Mais je comprends la frustration de ne pas tomber sur le document. Donc, c'est dans notre boîte, dans notre liste à faire. Je vais continuer avec une autre question sur le chat de Andréane L. Paul de l'Université Laval. Bonjour, je me demandais si cette approche collaborative a permis d'entrevoir un partage des connaissances en jeu d'utilisation du territoire relié à d'autres problématiques reliées à l'utilisation des ressources par les communautés et les entreprises forestières. Je peux répondre, mais Benoît, si tu as d'autres choses en complément. Moi, c'est sûr que c'est dur d'approcher l'analyse du territoire en disant juste on parle du caribou ou on parle, tu sais, nécessairement, c'est tous les enjeux sont un peu interreliés, là, dans le fond. On a des enjeux, mettons, il y a la présence de forêts intactes. Bon, ben là, il y a vraiment des synergies à avoir en préservant des forêts intactes qui sont des habitats propices pour le caribou, les vieilles forêts, les niveaux de vieilles forêts, la perturbation du territoire, ça a une incidence. Fait que c'est vraiment interrelié. Fait que c'est pour ça que on additionne les couches, puis le choix final qu'on fait, on le fait au meilleur du compromis en toutes ces couches d'informations-là. Tu sais. Puis il y a des fois, ben peut-être que cet endroit-là, on voulait vraiment le mettre pour le caribou, mais coudonc, il y a une mine. Mais il y a une mine, qu'est-ce que je fais? Faut fermer la mine. Fait que là, il faut vivre avec la réalité qui est sur le territoire. Donc là, à ce moment-là, est-ce que c'est la proximité de la mine, sachant qu'il y a un dérangement, pas à perpétuité, mais pour une longue durée, est-ce qu'on va mettre nos mesures de protection à proximité ou on va les éloigner ou au contraire? Fait que c'est tous des sujets qui sont débattus là, dans nos rencontres. Là, je sais pas si je réponds à la question. Il y a beaucoup de... Moi, je rajouterais qu'on l'a mentionné tantôt dans les facteurs de succès pour avoir pas l'autorisation, mais avoir accès au savoir traditionnel pour les Premières Nations, c'est d'établir des liens de confiance, de mettre en place des systèmes de protection pour ce savoir-là. Puis à partir de ce moment-là, il va y avoir un partage de savoir. Mais je pense que le partage de savoir ne vient pas seulement que des Premières Nations, mais doit venir du gouvernement, doit venir de l'industrie minière, puis doit venir de l'industrie forestière, des participants comme s'il passe, la SNAP Québec au niveau Pierre-Olivier qui amène son bagage de connaissances. Pour emmener nos connaissances traditionnelles, on passe via le savoir scientifique par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. J'ajouterais aussi qu'il y a quand même des partages qui se font non officiels, provenant, exemple, des colliers que la mine Détour a installés sur les caribous en Ontario. Mais clairement, on a un gros travail à faire parce qu'il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui combien l'arbre de Tour-Kesagami a combien de têtes, exemple. Là, on est en train de créer un plan sans trop savoir combien de caribous il reste. Et dans nos données, avant d'établir c'est quoi la suffisance nécessaire à la survie de l'espèce,
faut tenir en compte aussi le prélèvement traditionnel de ces caribous-là, qui doit être un intrant important dans le calcul. Puis, je refuse de travailler exactement sur un projet pour maintenir un nombre de têtes minimum. Moi, je veux une croissance de la population, ce qui va amener à des mesures de protection plus permanentes, je l'espère. D'accord. Je vais maintenant laisser... Ça fait le tour, Benoît? Je vais laisser la parole à Raphaël Piché. On va y aller dans l'ordre de ceux qui ont levé la main. Oui, merci. Merci beaucoup pour la présentation. C'était super intéressant. Je suis originaire de Hearst, puis j'ai travaillé justement sur ma maîtrise dans le nord de l'Abitibi. Donc, j'en ai vu un caribou de cet ordre-là. Ben, deux. Ma question, en fait, c'est... Peux-tu nous dire, Raphaël, de quelle organisation? Oui, désolé, Raphaël Piché, IDD PNQL. Mais ma question, c'est plus d'un point de vue personnel. Comment ça s'est passé l'alliage des connaissances avec l'Ontario? Puis, y a-t-il vraiment eu une volonté forte de ce côté-là pour préserver? Puis, avec le changement du gouvernement Ford, tout ça, qui a fait beaucoup de coupures dans les meneurs, comment vous voyez le futur avec cet alliage-là de connaissances? Merci. Ben, tu touches un excellent point parce que les gens de l'Ontario qui étaient présents au forum, le gouvernement de l'Ontario n'a pas eu l'autorisation de traverser la frontière pendant le forum. Fait qu'ils n'étaient pas présents. Par contre, les gens de Rayam, Ontario étaient là et les gens d'Abitibi River Forest étaient là. Donc, ça passe vraiment par les aménagistes du territoire, les compagnies forestières pour faire le pont entre les deux. C'est pour ça que là, notre approche, là, dans le fond, nous, on était bien utopiques, là, on a dit, tout le monde venez chez nous, là, on va faire un gros party, puis tout le monde va se parler, ça va être le fun. Oui. Et eux, ils étaient pas là, ils étaient pas prêts, là, à sauter dans le bain comme ça. Mais là, on amorce ce dialogue avec eux via les consultations du plan, en exposant, c'est récemment, là, c'est cette année qu'on a présenté, dans le fond, notre plan, notre approche, puis là, dans le fond, ils nous ont présenté leur plan, puis concrètement, puis là, on voit sur la frontière, tu sais, on veut que ça s'aligne. Parce que nous autres, l'exemple le plus flagrant, c'est que on a l'aire protégée des anneaux forestiers qui est comme ça, puis ça s'appelle Tembec Wetland Protection Area, puis ils sont comme offset de je sais pas combien de kilomètres, là, mais on comprend que dans cette zone-là, il y a des valeurs à protéger des deux côtés, mais vraiment, les mesures sont zéro harmonisées. Fait que ça, nous autres, c'est l'exemple de, OK, là, vraiment, on se parle pas. La ligne continue pas de chaque côté. Fait que je te dirais qu'il y a beaucoup de choses à construire. Puis on désespère pas pantoute. Dans le fond, c'est le bon moment là parce que, justement, on a l'opportunité via les consultations publiques. Fait que là, on devient comme un intervenant, une partie prenante qui s'exprime puis qui dit, bon, ben, nous autres, il faut qu'il y ait un arrimage. Puis, mais je me rencontre demain avec Abitibi River Forest, fait que on continue de voir, puis je pense qu'il y a beaucoup d'arrimages, puis le fait qu'ils soient certifiés FSC aussi, bon ben là ils sont attachés à des mécanismes, donc ils ont pas le choix. Il va falloir qu'ils nous parlent. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, merci. Puis, ben justement, venant de Hearst, je sais que c'est Hearst Forest Management qui fait la plupart de la planification, qui est plus aménagiste du territoire. Puis, est-ce que vous voyez un alliage qui pourrait être fait un peu plus à l'ouest vers la fin de la Clay Belt ou pas encore? Ouais, ben en fait, la population comme telle, là, il nous reste encore, là, on a un paquet de points là, de localisation de caribous qui ont été mis de 2010 à 2014. Donc, ça c'est la population qu'on connaît, mais le lien avec l'autre population de l'autre côté, je dirais que moi, personnellement, il manque de l'information sur savoir comment que ces différentes populations, il y a comme des différences entre l'habitat qui est aménagé, donc Kitagami Range, puis les populations, c'est dynamique, là. Fait que, du côté du Québec, c'est comme la grande QC6 de la population boréale, mais on le sait, c'est qu'il y a des arbres, là, fait que différentes, il y a des tours, puis Nottaway, puis Assiniquia, fait que c'est cette dynamique-là, dans le fond, qu'on aimerait discuter. Puis ça, ben, on essaye d'être comme entremetteur entre les gouvernements. Puis ben, on dirait que vu qu'il y a FSC, vu qu'il y a les compagnies, c'est la même des deux côtés, ben là, on est capable de faire des liens
qui, de façon juridictionnelle, je sais pas si c'est un mot qui existe, mais de par la juridiction, ils parlent pas tant. Il y a aussi la barrière de langage, là, on s'entend, là, le français anglais, c'est pas toujours facile. Ça, c'est une réalité. Merci beaucoup. Ça veut dire. Alors, je vais maintenant laisser la parole à M. Jacob. Jacob, êtes-vous toujours là? Oui, excusez, j'avais mon micro fermé. Oui, bonjour, mon nom c'est Henri Jacob. Je voudrais d'abord saluer Marie-Ève puis Benoît. Merci de cette présentation-là. Je trouve ça très intéressant. Je trouve aussi que c'est similaire en partie avec ce qui s'est passé dans le cas du caribou de Val-d'Or. C'est un peu là-dessus que je voudrais un peu utiliser un peu l'expérience qu'on a eue depuis 1984 pour espérer que les décisions ne soient pas dans la même direction au niveau gouvernemental parce que vous savez, ce qui en est rendu, il en reste 6 en Abitibi, puis ils sont dans un enclos grand comme 2 terrains de football. En fait, les gros des erreurs qu'on a notées, nous autres, c'est les décisions gouvernementales. Et puis là, je parle à Québec. Je parle pas des fonctionnaires en région ou des décideurs en région. Ça se passe au-dessus des décisions qui se passent sans consultation avec même leurs propres employés ici au niveau régional. Dans le cas de Val-d'Or, jusqu'en 2018, on a travaillé en collaboration avec tous les intervenants, incluant 3 communautés autochtones. On a même fondé la table de rétablissement du caribou. Jusqu'à la fin de 2017, quand M. Blanchette a décidé que, sans avoir averti même les membres de la table, même les employés du ministère ici en région, que lui avait décidé que la meilleure idée, c'était de déménager au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le comté du premier ministre, aux eaux de Saint-Félicien. Ça a été, en fait, ce qui a fait basculer, finalement, toute la relation. Le comité a disparu. Après ça, il a essayé de mettre le GOR. Encore la même chose est arrivée. Unilatéralement, ils ont décidé que le GOR, le groupe d'opération régionale pour le caribou de Val-d'Or, était d'une façon unilatérale anéanti. Puis les grands problèmes sur le terrain, ça a été ce qui avait été noté depuis les années 80. C'est la première des choses, c'est qu'on change naturellement l'habitat du caribou et les chemins. Les chemins ont fait en sorte Monsieur Jacob, avez-vous une question pour les conférenciers? Oui, c'est exactement. Mais en fait, je fais des recommandations en même temps, puis pour finir par une question. Faites-vous en pas. Ce que je dis, c'est que parce qu'ils ont les mêmes problèmes, ils viennent de nous parler de la question de fermeture des chemins. Fait que ça va être dans ma question. En fait, c'est une des choses principales, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Ce que nous, on proposait depuis les années 84, à la fermeture des chemins, parce que les chemins amènent l'orignal, amènent ces prédateurs, et là, c'est ces prédateurs qui passent pour le méchant et on tue de ces prédateurs-là parce qu'on les a fait des autoroutes à prédateurs. Et là, le ministre, l'année dernière, justement, sur le chemin, il a dit on va faire des consultations sur la fermeture de chemin, ce qui était demandé depuis les années 80. Et, encore une fois, on a utilisé la COVID pour dire que ça ne sera pas. Puis là, on nous promet que ça va être au printemps. Mais ce qui vient d'être dit dans le cas de la stratégie, il était sur la table de gire, et le responsable du ministère qui a fait la présentation, il a dit aux chasseurs, faites-vous-en pas, on ne fermera pas aucun chemin qui mène à vos camps de chasse. Donc, on a dit, c'est quel chemin que tu vas fermer. Fait que c'est simplement la question. Vous, avez-vous des ententes avec le ministère? Je parle à Québec, des ententes écrites, parce que je pense qu'il ne faut pas se fier nécessairement à la parole, parce qu'on a vu dans le cas des aires protégées. Avez-vous des ententes écrites par notre ministère responsable de la faune, le MFFP, comme quoi qu'eux autres vont s'engager à vraiment vous donner la permission et de fermer des chemins et de conserver des zones de façon permanente, ce qu'ils refusent toujours dans le coin de Val-d'Or. Merci. Ah, fermeture de chemin. Vous avez vu dans mon échelle du temps que je parlais, il y a comme un trou en 2015 et 2018, là. C'est justement là-dessus, sur la fermeture de chemin qu'on fonctionnait. Puis ça a pris 18 mois et tellement d'ouvrages pour fermer 1 kilomètre de chemin. Fait que là, on est loin du 13 000 km de chemin qui existe sur le territoire. 13 000, je sais pas. Mais c'est tellement un dossier, quand je parlais de dossier complexe, puis qu'on n'a pas peur de les aborder, celui-là, c'est le prochain. Celui-là, c'est vraiment le plan de gestion des voies d'accès. Puis là, il faut avoir tout le monde à bord au début.
pour dire, OK, c'est vraiment ça qu'on veut faire, c'est vraiment vers ça qu'on s'en va, voici pourquoi on a ciblé tel secteur, puis ça va être tough, ça va vraiment être tough. Qui, je vais mettre des gros guillemets, l'avantage de notre territoire, c'est qu'il y a énormément c'est comme un méandre de peuplement improductif avec des sols organiques. Donc, les chemins, ils sont pas n'importe où, sont pas partout. Donc là, on a de l'espace où on a des grandes étendues que les chemins veulent pas traverser. Ça compare avec une matrice qui peut perturber à certains endroits, qui nous donne de la chance un peu pour développer de ce côté-là. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Henri, ça va être ça va être difficile. Ça va être difficile, mais c'est le prochain sujet, puis on va se faire un plan de gestion des voies d'accès. Puis de la façon qu'on l'a abordé complètement à l'inverse, on en a discuté dans les travaux initiaux, c'est qu'on a parti avec quel chemin est-ce qu'on va pas fermer jamais? Fait que là, on a fait le réseau, bon, ça, celui qui mène à Casa Berardi, on va pas faire peur au monde, on va pas le fermer. Le chemin qui mène à Mincelbé, ben non, on va pas le fermer. Fait que là en précédant comme ça, ben là, on dégonfle la lune un peu, puis là, après ça, on regarde le réseau, on dit, bon, OK, ça, c'est ce qu'on ferme pas. Qu'est-ce qu'on ferme maintenant? Fait que là, on est rendu dans cette discussion-là, puis je pense que tout l'enjeu puis la discussion est à venir parce que c'est intimement lié à l'accessibilité du territoire, puis il y a vraiment des valeurs qui s'opposent. Ça, je le cache pas. Puis, si on a une entente signée avec le gouvernement, ben c'est sûr qu'ils sont partie prenante du projet avec Environnement Changement climatique Canada. On a une entente de partage des rôles et responsabilités pour la certification forestière. On est dans un vaste espace propice où l'objectif est de ramener le niveau de perturbation en bas de 35%. Cette fois, on est à 40%, donc on n'est pas tellement loin. Il y a de l'espoir, puis il faut mettre des choses en place. Mais est-ce que ça peut virer de bord du jour au lendemain? Oui, parce qu'ils l'ont là. Ça, c'est une réalité. Le Joker est encore dans la main du gouvernement. Donc, ils peuvent. Ça, c'est la réalité. Mais ils n'ont pas joué jusqu'à maintenant. On espère qu'ils vont continuer dans le sens du comité, puis dans le sens des objectifs qu'on s'est fixés. Ça peut juste être un souhait à ce stade. En tout cas, je vous appuie, puis je vous félicite aussi parce que vous menez le même combat, puis j'aimerais ça qu'on puisse en discuter peut-être personnellement. Merci. Absolument. Alors, juste pour votre information, Marie-Ève et Benoît, il y a quand même quelques questions. Je vais essayer de faire vite. Il y a Patrick Léveillé Perrault qui est au Conseil écrit Québec sur la foresterie. Dans le projet de maîtrise de l'étudiant retenu, quelle est l'approche utilisée pour mettre en relation le savoir traditionnel et la science? Plus précisément en lien avec l'habitat du caribou. Ben, le lien est lié présentement, Jérémy commence ses entrevues tranquillement. La science va se faire. On s'est perdu, Benoît. Il y a un micro qui griche, puis en tout cas, ça me déconcentre un petit peu. Oui, je vais essayer de... Ceux qui n'ont pas à poser de questions, s'il vous plaît, fermez votre micro, là. Merci. L'approche va se faire quand on va avoir les données, puis qu'elle va être en mesure d'être traduite par Jérémy avec l'aide de ses directeurs à ce niveau-là. Puis ses directeurs de le fait que ça passe par l'université, il est là le lien avec le savoir scientifique. Il risque d'avoir aussi des j'oublie les termes par rapport mais de la publication. Puis c'est le même qui va s'arrimer le savoir traditionnel au savoir scientifique. En fait, c'est pas tant de l'arrimage plutôt que de reconnaître le savoir traditionnel comme un savoir scientifique.
Luc Boutier de l'Université Laval. Je comprends que le MFFP n'a pas utilisé son joker. Est-ce le cas? Non, pas encore. Dans le fond, là, il est en décision avec les recommandations du DOR. C'est pour ça que je ne vous ai pas présenté pour créer d'attente là, les éléments de protection supplémentaires qu'on a proposés. Dans le fond, on attend la réponse impatiemment. Donc, mais on est quand même optimiste parce que je sais pas, là, traitez-moi d'idéaliste, là, mais là, t'as une situation où tout le monde s'entend, là. Où l'industrie est d'accord, les Premières Nations sont d'accord, puis les groupes environnementaux, le ministère appuie de façon locale. Là, après ça, je me dis qu'est-ce qui manque, là. Fait que je sais pas. Fait que non, il l'a pas utilisé encore. Mais moi aussi, j'ai mon joker au niveau des consultations autochtones, là, si jamais il n'y a pas d'autre chose. Donc, il est midi. Benoît doit quitter bientôt. Je vais laisser la parole, essayer de faire des questions relativement courtes, si possible. Alors, à Claire Firla, s'il vous plaît. Qui a levé la main. Oui, vous m'entendez? Oui, allez-y, madame. OK, j'arrive pas à réactiver la caméra, je suis désolée. En fait, j'avais une question qui s'adresse davantage à Benoît, mais là, je comprends qu'il reste encore du travail à faire. Je sais que partout au pays, les gens qui travaillent à la gestion de la conservation de la faune commencent à être sensibilisés à l'importance d'intégrer le savoir traditionnel lorsque, évidemment, il y a des Premières Nations qui sont concernées par la gestion d'une espèce faunique. Mais ça semble, lorsque ça se fait, parce que je comprends qu'il y a beaucoup de contraintes, c'est complexe de faire ça, c'est long, il n'y a pas vraiment d'outils et de recettes en place, mais lorsque ça se fait, souvent ça se fait de façon très isolée. On va travailler avec une communauté sur une problématique ou une espèce en particulier, mais l'information n'est pas diffusée par la suite. Alors moi, j'aimerais savoir si les nations autochtones entre elles discutent de ça, de l'importance, lorsqu'un projet de recherche a été fait dans ce sens-là, de partager entre elles la résultante des travaux. Parce que si à toutes les fois, ce sont des petites actions isolées, qui sont pas très nombreuses à l'heure où on se parle, puis si l'information demeure au sein d'une communauté ou d'un gestionnaire de territoire ou d'un bureau régional du ministère ou d'une industrie, je trouve ça dommage de ne pas faire profiter là, aux autres communautés puis aux autres nations du fruit là, de ces travaux-là. Alors, est-ce que c'est quelque chose que les communautés discutent entre elles? Oui, clairement. Il y a d'autres instances où lesquelles la majeure partie d'entre vous ne sont pas nécessairement invités, mais via des organismes comme l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec, Labrador, qui organise aussi ces événements, il peut y avoir des échanges. Il y a en place avec le gouvernement du Québec, le comité Caribou Québec, Premières Nations, qui a fonctionné, sur lequel j'ai siégé un peu, mais pour des raisons de distance avant l'apparition des web diffusions, ça semblait impossible au gouvernement jusqu'à ce qu'on y soit forcé le 13 mars 2020. Mais oui, les gens sont invités. Aujourd'hui, il y a des Premières Nations qui assistent à la même rencontre que vous présentement, qui savent qu'on travaille là-dessus, avec lesquels on peut échanger, mais pas nécessairement sur des plateformes officielles. Ça reste toujours de la discussion, c'est friendly, puis les échanges se font bien en général. J'ajouterais peut-être qu'il va y avoir une opportunité pour ça au mois de mai. Du 3 au 6 mai, il va y avoir la reprise, dans le fond, en mode virtuel du North American Caribou Workshop qui était supposé avoir lieu en personne l'année passée à Québec, là, qui aura lieu sur le World Wide Web. Donc, ça va être une occasion pour nous peut-être de partager une partie de nos travaux encore à ce moment-là, puis peut-être de toucher des aspects différents. On verra comment ça évolue d'ici là.
Donc, je pense que ça, comme nous, on a, dans le fond, été sensibilisés à ça lors de l'édition précédente, et quand je dis nous, c'est Ryan, on a juste fait comme, mon Dieu, c'était donc bien dans l'univers, puis on n'était pas conscientisés à ça. Fait que c'est vraiment comme ça nous a un peu, comment dire, contaminé, si on veut. Là. Fait que, dans le fond, sans avoir la réponse à tout, puis savoir comment qu'on va l'intégrer, puis une fois que tu as la connaissance, comment ça se transforme dans un plan, ben, on l'accueille quand même. Donc, c'est ce que je rajouterais. Merci. Une dernière question verbale, Eliane Grant. Allô? Allô Marie-Ève, allô Benoît. Premièrement, je vais dire bravo, là, vous êtes vraiment un exemple là, pour ce genre de travail-là. Pour me présenter, biologiste de la faune pour la Première Nation Cree d'Oissonipi et étudiante à la maîtrise à l'UQAT. Ma question est, je suis super contente par l'annonce du podcast. Quand on parle de connaissances traditionnelles, on parle d'infos sensibles. Est-ce qu'on peut s'attendre à une limitation peut-être du savoir qui va être une censure qui va être faite ou est-ce que c'est filtré? J'aimerais un peu savoir comment ça va être diffusé. Au premier abord, les gens qui vont être interviewés pour les podcasts, il y a une attestation qui est demandée. Évidemment, il va y avoir des montages. Après avoir parlé, la personne interviewée va avoir l'occasion de se reprendre et dire « Écoute, j'ai dit ça, mais finalement, j'aimerais pas le partager. » Fait qu'on le partagera pas. Mettons qu'on fait une entrevue, je sais pas, de 45 minutes. Donc, évidemment, le podcast va en durer 5 ou 6. Puis, elle va toujours être validée avec la personne qui a été interviewée. Il y a des choses, tu parles du podcast, moi, en tout cas, avoir discuté, là, c'est plus ce projet à Benoît qu'à Nicole, mais je sais que pendant le forum, il s'en est dit des histoires, puis des choses qui sont super inspirantes. Juste, je me rappelle de Clarence Trapper de Moose Creek qui avait raconté l'histoire, puis bon, je vous la fais en 30 secondes, mais ça lui a pris plus de temps avec des pauses où on est suspendu à ses lèvres, là. Mais dans le fond, il parlait du caribou, puis il disait, bon, on essaie de chasser le caribou dans le temps, tu sais, puis là, il disait, dans le temps, là. Puis il dit, en fait, on n'était pas capable, il était trop rapide. Fait que là, on a demandé au créateur de juste, lui pincher les yeux un peu, tu sais, comme ça, il verrait pas un peu en arrière, comme ça, il serait plus facile à attraper, tu sais. Puis finalement, c'est ça qui est arrivé, puis là, on a pu nourrir nos familles. Ça, c'est l'histoire. Mais moi, ce que je lis dans ça, je me pose la question, tu sais, juste d'un point de vue biologique, je me dis, et si cette espèce n'était pas faite pour survivre? Posons-nous la question. Tu sais, et s'il était trop facile, comme une perdrix, là? Pas de problème de perdrix, mais tu sais, ça amène juste d'autres réflexions, puis des fois, ça fait juste nous amener sur, et si on parlait du fitness du caribou, qu'est-ce qui peut améliorer le fitness du caribou? Fait que là, ça nous amène sur d'autres discussions. Fait que le savoir traditionnel, est-ce que ça m'a fait protéger tel territoire à tel endroit? Je sais pas. C'est pas tellement important que ça se concrétise comme ça ou quoi, mais le fait que ça me fasse réfléchir en ça, je trouve que ça a une valeur. Je dois quitter. Je m'excuse, Marie-Ève. Je dois absolument quitter. J'aimerais remercier à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés et d'avoir interagi avec nous autres. Puis c'est un projet qui est en continu. Il y a un plan. Maintenant, il y a des actions à faire. Fait qu'on est rendu là. Merci beaucoup. Alors, merci Benoît. Fais attention sur la route. Puis Marie-Ève, est-ce qu'on peut surfer quelques minutes? Pas de problème. Bon. Alors, je vais y aller en rafale. Nicole Tremblay, c'est plus un commentaire. Je suis la situation sur la péribonca et j'ai l'impression que le Québec a choisi des compagnies forestières plutôt que le caribou forestier. Ce n'est pas une question. Yves Lachapelle, merci de partager vos expériences. Beaucoup d'éléments de réflexion très utiles. Hélène Marchand également. Merci pour la présentation. Très beau projet. Je me permettrais peut-être juste un commentaire, Pierre, par rapport à ce que tu mentionnais, Hélène Marchand, puis dans le fond, SSC Canada a sorti un article, dans le fond, récemment sur notre projet.
puis a quand même pris la peine de monter une petite capsule sur le forum, sur notre travail ensemble, puis tout ça. Puis ça a tellement eu un effet positif sur l'équipe de travail. Puis ça, moi, je trouve ça tellement important, tu sais, toute la visualisation de ça. Tout le monde était content, tout le monde était comme, ah, c'est le fun, on travaille, puis là, c'est reconnu, puis ça a juste ressoudé, puis juste, on a ressorti les papiers. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Puis je pense qu'on a essayé de rester sous le radar pendant vraiment un bout de temps, là. Pendant que tout le monde débattait de l'enjeu, ben nous, on continuait nos trucs, on travaillait, puis on essayait de pas être dans les médias, puis de pas être distrait par tout ce bruit-là, puis de faire le travail. Puis là, ben, je pense qu'on est arrivé à une étape où, OK, on peut en parler pour que les expériences acquises, tu sais, je veux dire, on a pas résolu la plupart des chemins, là, ça c'est clair, mais on a travaillé dessus, on s'est fait les dents, puis là, on va l'approcher différemment. Fait que je pense que là, on est rendu au stade de sortir de notre grotte, là, puis de partager notre expérience. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Bien noblement, d'ailleurs. Pour ceux qui sont encore avec nous, évidemment, sur le chat, j'ai mis l'adresse où les enregistrements vont être mis. Vous pouvez la copier, cette adresse-là. C'est une playlist YouTube. Un projet très inspirant. Contexte Manca de Ressources naturelles Canada. Une petite question technique. Quel est le rôle du ministère dans la certification FSC? J'avais compris qu'avec l'arrivée du nouveau régime forestier, le ministère reprenait 100% de la certification. Toutefois, RIAM semble être encore le titulaire. Pourquoi? Oui, effectivement, on est encore titulaire de la certification. Vous pouvez tout avoir les détails de ça si vous tapez « Partage des rôles et responsabilités MFFP CIFQ ». Je vous demande pas de chercher dans le site web du ministère, c'est toujours désastreux. Là, fait que juste dans Google, ils vont vous amener vers l'entente qui a été signée en 2015, en 2013, mais révisée en 2015, qui fait vraiment le partage des rôles et responsabilités dans le cadre du nouveau régime. C'est vraiment dans ces rôles et responsabilités-là qu'on a travaillé dans notre projet. Fait que nous, on demeure détenteur de certificats FSC, donc il faut que je démontre aux auditeurs de quelle façon la forêt est gérée, puis de démontrer comment le ministère, dans le fond, répond aux exigences. Fait que le fardeau de la preuve est sur nous, mais le fardeau de la réalisation est quand même sur le ministère et RIAM ou autres compagnies certifiées. Donc, c'est vraiment des responsabilités partagées, puis le gouvernement est très, très coopératif dans cet aspect-là, puis il nous aide à traiter chacun des sujets. Puis, le caribou en est un complexe quand même, mais dans le cadre de ce projet-là, avec le projet avec Environnement et Changement climatique Canada, c'est toutes des initiatives là, qui nous font avancer et qui nous permettent d'atteindre la conformité. Là. Raphaël demande à quand la sortie des podcasts? Ah, je me mouillerai pas. C'est un projet en cours. On vous a dit à venir, fait que dans le fond, c'est ça. Là, on se rend compte que la pandémie va durer puis que l'accès aux communautés, ça va être difficile. Fait qu'il faut trouver des façons puis des techniques d'avoir accès aux gens là, avec des moyens limités. Fait que je ne vais pas me mouiller pour ça. D'accord. Il y a quelqu'un qui nous avait posé une question, là, puis Marie-Ève a gracieusement mis l'adresse courriel de Monsieur de Benoît Croteau. Donc, si vous êtes encore en ligne, vous pouvez la copier. Puis là, sinon, je vais vous envoyer les informations. Là, je vais parler avec les conférenciers. Vous aviez quelques questions que je peux pas répondre maintenant. Bravo à l'équipe. Marie-Ève Sigouin aussi. Elle a mis son adresse courriel. Donc, je pense que ça fait le tour. Il est quand même 12h13. Je ne voudrais pas abuser du temps de Marie-Ève. Je vais terminer, je vais conclure. Alors, merci Marie-Ève et évidemment Benoît nous a quittés, mais Benoît, pour votre présentation, considération des savoirs autochtones dans l'aménagement de l'habitat du caribou forestier de la population des Tours Késagami, une approche collaborative. En terminant, je vous invite au prochain colloque qui aura lieu jeudi le 11 mars et qui s'intitule Démographie des populations de caribou boréal, perspective à partir du marquage génétique. La conférencière sera Micheline Manceau, chercheure scientifique de la Direction générale des sciences et technologies
d'Environnement et Changement climatique Canada. Vous pouvez également surveiller notre fil Twitter Link pour en savoir plus. Alors, merci à tous de votre participation et bonne fin de journée.